Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc cette semaine je suis à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et on va voir l'ambulance de réanimation. Alors c'est parti, let's go! Bonjour à tous, écoutez, je suis avec Simon Pierre. Bonjour à Fix, donc je suis Simon Pierre, je suis médecin militaire, j'ai 36 ans. Donc je suis médecin urgentiste de formation, j'ai fait un DESC de médecine d'urgence et puis après j'ai été affecté comme médecin militaire dans l'armée de terre, puis dans la gendarmerie et maintenant je suis affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Alors justement, c'était déjà un petit peu ça ma question sur ta formation, mais au final, comment est-ce qu'on fait pour devenir médecin sapeur-pompier? Notamment à la brigade de sapeurs-pompiers de On a Paris. pas mal de voies possibles, il y a des médecins militaires de carrière comme moi, Ouais. il y a également des médecins militaires sous contrat, des Ouais. jeunes diplômés qui souhaitent s'engager dans l'armée pour un contrat de 3 à 4 ans. Il y a également des praticiens civils qui viennent que pour des gardes. On a également des équivalents de médecins de SDIS qui, eux, passent des concours pour rester 15-20 ans dans l'institution. Et puis on a également des réservistes. Souvent, c'est des anciens internes qui sont passés chez nous comme internes en fin de DES et qui signent un contrat pour la réserve pour venir faire les gardes chez nous. Ok, et donc moi je suis médecin urgentiste et smuriste comme toi, mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la différence en fait entre un SMUR et une ambulance de réanimation médicalisée, comme celle qui est derrière nous? Alors l'ambulance de réanimation de la BSPP, elle a les missions classiques d'un SMUR et en plus on a des missions de soutien médical au profit de nos pompiers lorsqu'ils vont sur des incidents, sur des feux. On a également une mission de soutien aux hautes autorités de l'État. Et puis on a également des missions spécifiques sur certains motifs de départ. On va plus facilement faire partir une ambulance de réanimation parce que c'est une mission un petit peu complexe, par exemple actuellement dans les travaux dans le Grand Paris. D'accord. Puis avoir des problématiques d'accès à certains lieux. Alors c'est ça que je vais te demander un petit peu, c'est quelles sont un petit peu les difficultés par rapport au métier? Alors nous on a une grosse difficulté qui est similaire un petit peu à ce que connaissent nos collègues en province, en ville, c'est qu'on a des grosses difficultés pour accéder aux patients. Souvent on est dans des immeubles, l'architecture parisienne est parfois un petit peu étriquée, complexe, donc on peut avoir des difficultés d'extraction et de surveillance des patients, là où c'est vrai que souvent en province les gens sont dans un petit pavillon rez-de-chaussée, c'est facile pour y aller. Nous parfois on a des difficultés et on a les moyens pour faire face à ces difficultés. D'accord, ok. Après la petite différence aussi, c'est que moi donc je suis dans les Vosges, donc on a un secteur qui est assez grand. Vous couvrez quel secteur en fait dans Paris? Alors nous on a 3 à 4 arrondissements, plus 2 villes des Hauts-de-Seine. Et globalement, c'est parti entre le SAMU de Paris et les ambulances de réanimation. Ok, donc maintenant je suis avec Benjamin, qui est infirmier sapeur-pompier, qui fait également partie de l'équipe avec nous aujourd'hui pour l'ambulance de réanimation. Je te laisse déjà te présenter. Et ben moi du coup c'est Benjamin, j'ai 3 ans et demi de service, donc 3 ans que je suis à la brigade. Moi je fais partie des infirmiers qui sont issus du civil en fait, parce qu'il y a 2 filières d'accès pour les infirmiers à la brigade. Soit c'est des sous-officiers de compagnie d'incendie classique qui passent le concours d'infirmier, qui ont fait l'école d'infirmier et qui deviennent infirmiers ensuite à la brigade. Parce que ça c'est justement la question que je voulais te poser, c'est il y a peut-être des étudiants infirmiers là qui nous regardent, ou pas du tout, juste des étudiants et qui aimeraient bien peut-être un jour devenir infirmier sapeur-pompier. Dis-nous donc comment et du coup moi la différence c'est que j'étais infirmier avant de rentrer à la brigade. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi en province dans un service d'urgence mur d'un hôpital périphérique. En fait j'étais intéressé par la brigade parce que j'avais fait mon stage pré-pro, donc de dernière année d'école d'infirmier à la brigade sur les ambulances de réanimation. J'ai postulé, donc c'est une candidature sur dossier. D'accord. Si on est pris, on est convoqué à un entretien et si on réussit cet entretien, on fait les tests d'incorporation commun à l'armée de terre et si on les réussit, on devient pompier de Paris et ensuite on est formé en interne à la brigade pour les spécificités de notre travail en tant qu'infirmier à la brigade. D'accord, donc en fait infirmier sapeur-pompier en province on va dire et infirmier sapeur-pompier sur Paris, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est différent. Nous, on n'a pas le statut de fonctionnaire territorial, donc il n'y a pas de concours national pour devenir infirmier chez les pompiers de Paris. C'est vraiment un concours un peu interne. Une fois qu'on a poussé la porte, on est retenu ou pas, et en fonction de nos compétences et de nos qualifications antérieures aussi. Ok, et est-ce que tu peux me dire un petit peu les difficultés de ton métier en fait, dans les interventions, parce que j'imagine que c'est pas facile tous les jours? Alors nous, la principale difficulté qu'on peut retrouver, que moi j'avais personnellement moins en province, c'est le rythme de garde. Que tu retrouves ici aussi? Alors que j'ai principalement ici, en fait, nous on travaille globalement en garde de 48 heures, donc on est 48 heures opérationnels sur l'engin. Donc pendant 48 heures de garde. Voilà, pendant 48 heures on est Après, moi c'est vrai que je fais déjà des 24 heures, ça me semble déjà long, donc 48 heures, c'est vrai que c'est énorme. C'est un rythme à prendre. Après, ça dépend aussi de la sollicitation. Vous pouvez vous reposer quand même un petit peu. On peut dormir la nuit. Il y a des temps de repos quand même. En fait, c'est pas 48 heures non-stop. Sauf si ça décale pendant 48 heures. Et ça arrive. C'est quand même assez rare. Mais ça peut arriver de faire 30 heures d'inter sur 48 heures. Et là, en dents de scie, c'est assez sollicitant. Et côté sympa?
Et les côtés sympas, c'est d'infirmier à la brigade, c'est la formation qu'on a. Ouais. On est très très bien formé, on va loin dans la formation et dans les connaissances. On met en place après sur intervention, donc c'est vachement gratifiant pour nous. Ouais, ok. Merci beaucoup Benjamin. Et donc je suis également avec Maxime, donc qui est l'ambulancier de l'équipe. Bonjour, moi c'est Maxime. Je suis conducteur aux ambulances de réanimation depuis 2 ans. Avant j'étais en ce qu'on appelle en compagnie d'incendie. Donc j'étais pompier à Bourg-la-Reine. Alors quelle est ta formation? Alors nous, notre formation, on a une partie en interne avec des plus vieux conducteurs qui nous forment pendant 2 mois dans le service médical, notamment sur le secteur, les hôpitaux et le matériel de l'air. Ok. Et ensuite on a des formations militaires, nous, notamment au camp de la Valbonne, où on suit des formations complémentaires. Et quelle est la différence entre parce qu'il y a peut-être aussi des ambulanciers qui nous regardent et qui se demandent quelle est la différence en fait entre un ambulancier classique et un ambulance en AR comme ça? Alors nous, déjà on est tous pompiers de base. Ensuite on suit une formation où on va passer nos permis poids lourds pour ensuite se spécialiser dans la conduite des poids lourds et des échelles, où on fera beaucoup cette partie en caserne. Avec cette formation, on peut ensuite prétendre au poste de conducteur d'AR avec une certaine expérience de la conduite. La conduite sur Paris, je trouve que c'est des fois un peu difficile. Là, j'imagine que lorsqu'il y a le stress en plus de l'intervention, que des fois il y a des bouchons, est-ce que c'est facile ou quelles sont les difficultés? C'est pas toujours facile. Après, moi je suis comme toi, je viens de province, donc je me suis habitué depuis plusieurs années à conduire dans Paris. Est-ce que les gens vous laissent passer facilement? Est-ce que... Oui, on a les moyens lumineux nécessaires pour que les gens nous voient de loin, et aussi avec le 2 tons. Est-ce qu'on peut visiter un petit peu l'AR? Montrer, peut-être commencer par l'habitacle au tout début pour, Alors là, on a à l'avant, donc c'est là où on va monter avec l'infirmier et le médecin. On montre tous les 3. Ça, c'est quand on est par d'intervention, vous êtes tous les 3 en fait dans l'habitacle devant. Ça, de toute façon, c'est obligatoire. Voilà, comme ça, on a les moyens de sécurité. On a notre radio, où le médecin communique avec, et puis notre panneau de gestion pour tout ce qui est gyrophare, chauffage et l'unité électrique de l'ambulance. Est-ce que tu peux nous montrer donc l'arrière, l'habitacle de l'AR? Ouais, bien sûr. Possible. Benjamin, je laisse. Ok, donc là on arrive, on est dans l'habitacle de l'ambulance de réanimation, donc c'est là où se situe le patient, c'est ça? C'est ça. Et je vais te laisser nous présenter un petit peu l'habitacle, ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Du coup, c'est la cellule sanitaire qui permet de prendre en charge un patient médicalisé, donc un patient à réanimer, et de le prendre en charge pour effectuer tous les gestes nécessaires de permettre d'arriver dans les meilleures conditions à l'hôpital. Et donc justement, lorsque vous voulez rouler vers l'hôpital, il y a l'ambulancier, donc bien sûr qui conduit l'ambulance, et toi tu es à l'arrière avec le médecin. Avec le médecin en binôme. C'est ça, tout à fait. Donc sur la paroi latérale, on retrouve principalement le matériel pour monitorer le patient. C'est-à-dire suivre ses constantes en permanence pendant le transport. Du matériel pour ventiler le patient aussi quand il n'est pas capable de respirer tout seul, soit parce que lui-même n'est pas capable, soit parce qu'on l'a endormi et que du coup il faut qu'on le fasse respirer. Donc le respirateur. On a un respirateur ici, des pousseurs électriques qui permettent d'injecter les médicaments de façon précise. Ça c'est lorsqu'on a besoin de passer donc des médicaments en permanence, comme par exemple de l'héparine pour fluidifier le sang. On a besoin de mettre des débits en continu, et donc c'est ces pousseurs-là qui poussent le médicament en continu sur un débit qui est réglé à l'avance. Et donc là on peut avoir donc directement ces débits en surveillance dans l'ambulance et continuer à passer ces médicaments à traiter pendant le transport vers l'hôpital. Exactement. Ici on retrouve alors une particularité de la brigade, donc qui est en étude pour l'instant, c'est ce qu'on appelle la Melum Box. Donc c'est une boîte réfrigérée avec du sang à l'intérieur, donc pour l'instant il n'est pas thérapeutique. Donc vous pouvez avoir du sang du coup directement dedans. En fait l'objectif c'est d'avoir du sang à transfuser pour les patients hémorragiques directement dans l'ambulance de réanimation, donc de manière à pas avoir de délai à appeler les motards qui nous amènent du sang, on pourra transfuser le patient directement. D'accord, ok, c'est vraiment super intéressant. Ici on retrouve la partie sac, donc la sac pédiatrique avec le matériel plutôt adapté à la pédiatrie. Ici c'est une particularité chez nous aussi, c'est le sac feu. Donc comme on le disait tout à l'heure, on a pour mission notamment de traiter les patients sur feu ou d'apporter du soutien sanitaire à nos sapeurs-pompiers. Oui, parce que vous êtes tous pompiers de base et vous pouvez aussi intervenir en renfort sur les feux éventuellement. Tout à fait, c'est ça. Donc là c'est le matériel pour prendre des patients soit intoxiqués aux fumées, soit brûlés. Ici on a le brancard, donc avec un matelas immobilisateur à dépression dessus, qui a la particularité d'être chauffant de façon électrique. Le but c'est de réchauffer le patient ou d'éviter qu'il soit ils sont branchés, ils sont électriques, c'est ça? Ça fonctionne sur batterie en fait. D'accord. On a des batteries ça j'ai jamais vu ça en fait. Et donc en fait ça permet de réchauffer le patient ou d'éviter qu'il se refroidisse quand on a des patients traumatisés notamment. Donc ici et ici c'est notre matériel de base, permettre de prendre en charge les patients à leur domicile avec une petite station de travail qu'on pourra voir après, qui est une particularité de la brigade aussi. On a tout le matériel pour prendre en charge les pathologies courantes on va dire. Et ici un petit peu plus de matériel et de médicaments, permettre par exemple d'intuber un patient notamment, de poser une perfusion intra-osseuse, d'injecter des médicaments particuliers. Et puis là je vois la planche à masser. La planche à masser qui permet d'effectuer un massage cardiaque sur le plan humain. Donc c'est vrai que c'est pas l'objectif de cette vidéo, là c'est vraiment l'ambulance de réanimation, mais vous voyez qu'il y a énormément de matériel. Dites-moi tout de suite en commentaire si ça vous intéresse. Éventuellement moi je pourrais faire des vidéos sur certains matériels spécifiques, comme par exemple la planche à masser ou le matelas à dépression. Ici du matériel plutôt axé damage control, donc aussi partie de nos missions. Donc le damage control c'est une notion qui a été connue au niveau civil depuis les attentats de Paris du 13 novembre 2015. C'est lorsqu'on a des attentats avec l'utilisation d'armes de guerre, avec des blessés par balle, avec une hémorragie assez importante, c'est une prise en charge spécifique. Ensuite on a des réchauffeurs de perfusion, du matériel pour faire de la biologie embarquée. Dans
ambulance de réanimation, on peut mesurer nous la troponine, ok, les gaz du sang et l'ionogramme sanguin. Alors ça, la troponine, c'est un marqueur sanguin qui permet de définir s'il y a un risque de souffrance cardiaque, notamment dans l'infarctus par exemple. Donc là, vous pouvez avoir le résultat assez rapidement. En 10 minutes pour la troponine et en 2 minutes pour les gaz du sang et l'ionogramme. Pour finir ici, on a encore plein de tiroirs avec plein de médicaments à l'intérieur et de matériel, qui sont plutôt des réserves de ce qu'on a dans les sacs. Et le réfrigérateur ici pour certains médicaments qui... c'est un frigo là qui ouvrir. Ouais, qui doivent rester au frigo. Ok, d'accord. Un frigo ici avec les antidotes NRBC et certains médicaments. Les antidotes NRBC. Les d'accord. Ouais, tout à fait. Les AIBC. Et donc là, c'est tout de suite la petite vitre avec l'habitacle de devant. Donc là, c'est pour si vous avez besoin donc, de parler avec éventuellement de communiquer avec le conducteur pour qu'il adapte sa conduite ou lui dire d'accélérer si le patient se dégrade et qu'on veut aller plus vite. Ok, merci Benjamin. Bon bah justement, le bip vient de sonner et là, on part en intervention. Donc moi, je les suis. A priori, c'est sur une luxation d'épaule. Donc allez, c'est parti. Ça sonne. Let's go. Et Simon-Pierre, j'ai aussi une petite question à te poser. Est-ce que, comme les infirmiers, tu fais aussi des gardes de 48 heures? Non, on fait que 24 heures. Ouais. Il n'y a que les infirmiers et les conducteurs qui peuvent faire 48 heures. Que 24 heures, c'est quand même 24 heures quoi. Les conducteurs infirmiers, ils font souvent dans l'autre ambulance de réanimation, Blitzkammer, où il y a une activité opérationnelle qui est un petit peu moins soutenue et où on a un appartement pour pouvoir vraiment se reposer. Donc ça permet de faire 48 heures dans de bonnes conditions de respect de... Ouais, c'est ça. Ouais. La physiologie du repos. Ouais. Allez, on va faire respirer la masse. D'accord? C'est vraiment pour vous détendre. Vous essayez de vous détendre, de penser à des choses agréables. Vous respirez fort par le nez. Vous respirez fort par la... Voilà, c'est parti. Allez, on respire fort par le nez, puis avoir des images un petit peu bizarres, ça devient agréable, c'est bien. C'est ce qu'il y a de bien. Voilà, c'est fini, allez, c'est parfait. Allez, vous me mettez demi assis. Pas de luxation comme ça. Je crois vraiment 4 où je me la suis remis tout seul. D'accord. Et 2 fois où je suis parti à l'hôpital. Bon bah voilà, l'inter se termine. Maxime, il y a quelque chose qui m'a un peu bluffé dans Paris, c'est que j'ai vu que tu n'as pas utilisé le GPS pendant tout le trajet en fait. Bah comment tu fais? Alors ça fait partie de notre formation, on a du secteur en formation et la rigueur militaire fait qu'on doit apprendre les rues par cœur de Paris. Et on travaille aussi au plan, à l'ancienne. Tous les conducteurs, on a ce plan-là. D'accord, ok. Et ça nous permet de nous rendre toutes les interventions quand on ne connaît pas les rues. Bon bah voilà, la vidéo se termine. Et bah je remercie vraiment toute l'équipe, c'était vraiment super sympa. J'espère que vous aurez compris un peu plus ce que c'est qu'une ambulance de réanimation avec vraiment un accueil qui était vraiment super. Il y a d'ailleurs un site internet au niveau de la brigade, je vous remets le lien en description. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Encore, donc vraiment merci beaucoup, c'était vraiment super sympa. Pensez à mettre le pouce pour me soutenir et moi je vous dis à la prochaine, salut! Au revoir.